Alors, mon nom, c'est Jacques Tétrault. Je vais animer cet dernier atelier de la journée. On va parler d'agriculture et de santé. Alors, on a trois panélistes. D'abord, on va entendre Mme Kim Marino. Elle va nous parler des angles morts écologiques. Avec les nouvelles voitures, on a des caméras. Je ne sais pas si les politiciens en ont pour ça. Ensuite de ça, on va entendre M. Jean-Pierre Ducry qui va nous parler d'éoliennes. Il a dit qu'il était pour nous parler d'éoliennes. Et on va finir avec Martina Bastien qui va nous présenter les côtés de la santé, des risques liés à la santé avec les éoliennes. Alors, sans plus tarder, allez, Madame Kim, à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Je sais que vous avez quand même eu une grande journée. On va essayer de faire ça rapidement. Moi, j'ai une petite présentation. Là, moi, j'enseigne à l'Université de Sherbrooke. Puis j'ai aussi mon entreprise qui s'appelle Biodiversité Conseil. En principe, un scientifique, ça n'a pas trop de parti pris, fait que je vais essayer d'être assez neutre. Par ailleurs, j'ai quand même travaillé à l'occasion pour des projets de développement énergétique dans des études d'impact. Donc, j'ai un petit peu c'est là que je suis allée puiser mes inspirations sur le sujet du jour. J'ai travaillé aussi pour Énergies. C'est moi qui ai fait la gestion des inventaires biologiques pour les 713 km de pipelines prévus à l'époque. J'ai aussi aidé les Inuits de Ouachat-Maliotenam contre la romaine. Donc, j'ai lu l'étude d'impact au complet pour être capable d'aider les Inuits à leur demande d'injonction du projet de la romaine. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Donc, les projets énergétiques, je connaissais un petit peu. J'ai aussi cofondé Éco-Corridor Laurentien dans les Laurentides, qui est le pendant nordique de Corridor Appalachien. Là, moi, j'ai un petit contrôle ici, c'est ça, avec la petite flèche, j'imagine. Puis, il y a un petit délai ou... Ah, merci. Alors, juste vous dire une petite mise en contexte, puis parler un petit peu pour vous aider dans vos argumentaires, en fait, parce que les argumentaires, selon à qui... Merci, mais je l'ai là, je pense. Oui, merci. Les argumentaires, évidemment, selon à qui on s'adresse. Il y a des gens qui n'ont pas le même cerveau que nous, que c'est juste des dollars. Là. Ça fonctionne en dollars. Il y en a d'autres, ça fonctionne en petites bêtes à poils ou à plumes, tout ça. Fait que selon à qui on s'adresse, ça peut nous aider d'avoir d'autres arguments. Donc, je me suis présentée. Il faut juste savoir qu'effectivement, au Québec, on a besoin de beaucoup d'énergie solaire. On fait beaucoup de choses avec notre énergie, autant industrielle, commerciale, et on a des grands territoires, on a des grandes maisons. Donc, effectivement, on a besoin de beaucoup d'énergie. Donc, ça, tout le monde en convient. Puis, les solutions, ben, des fois, se priver, c'est pas nécessairement dans notre objectif général. Moi, je n'étais pas là ce matin, mais je ne sais pas si vous avez vu la carte de tous les projets réalisés ou en préparation au Québec au niveau des éoliennes. Donc, effectivement, c'est assez massif. Il n'y a pas grand région, en tout cas, le long de la vallée du Saint-Laurent, la Gaspésie, évidemment, c'est des lieux qu'on a déjà privilégiés là, pour établir tout ce plan de match-là. Évidemment, les rendements estimés en nombre de mégawatts, je pense que vous en avez parlé beaucoup, là, c'est majeur. Et puis, effectivement, il y a 10-15 ans, on parlait souvent de moins de 50 éoliennes par projet. Là, on est rendu c'était des éoliennes d'une centaine de mètres. Là, on est rendu vraiment avec des quantités ou des parcs d'éoliennes assez massifs à chaque fois pour rentabiliser, évidemment, les projets. On veut donc augmenter beaucoup la capacité d'éoliennes dans les prochaines années. Vous savez qu'Hydro, je pense, avait quand même résisté au départ et c'est pour ça que c'est le privé qui est rentré là-dedans rapidement. Aujourd'hui, on sait que ces projets-là sont vus comme plus écolos en général que d'autres types d'énergie. Donc, c'est comme ça que le gouvernement, effectivement, prend la balle au bon. Y comme un petit blocage? Faut que je pèse plus fort. OK. Bon, c'est pas grave. Les principaux projets sur la table actuellement, c'est des très grands projets dans des secteurs avec de la biodiversité importante. Donc, il y a des secteurs qui sont connus parce qu'il y a des espèces, évidemment, plus sensibles dans certains territoires. Je vais vous parler de quelques-uns de ces projets-là qui ont des impacts
important sur la biodiversité. Évidemment, c'est très encadré, les projets industriels d'éoliennes. Donc, on a quand même, comme d'autres projets industriels, c'est très encadré. Il y a eu une question tout à l'heure, est-ce que légalement, les choses sont bien encadrées? Je pense qu'en général, c'est pas là le problème. Il y a quand même beaucoup d'exigences au niveau des études. Par ailleurs, on peut quand même un peu toujours penser que ceux qui sont payés pour faire ces études-là peuvent décider de présenter certains côtés plus positifs, même si c'est bien encadré scientifiquement. Puis il y a des décisions qui sont prises en cours de route, notamment sur qu'est-ce qu'on présente comme impact majeur sur les projets. Donc, on va souvent abandonner certains petits impacts qui pourraient être quand même importants au niveau des écosystèmes. Évidemment, les certificats d'autorisation qui sont octroyés après avoir fait l'étude d'impact et que les projets sont acceptés, il y a quand même beaucoup d'exigences au niveau des suivis. Donc, c'est pas juste on vous donne la permission, allez hop, vous construisez et vous mettez en exploitation les parcs d'éoliennes. Il y a quand même beaucoup d'exigences, notamment au niveau des effets sur les humains, au niveau agricole, au niveau de la faune aquatique. Donc ça, c'est beaucoup plus sensible parce qu'effectivement, il y a plus d'encadrement au niveau des espèces de poissons, entre autres. Donc, il y a plus d'encadrement ou de surveillance et les promoteurs doivent quand même engager des firmes pour faire ce genre de suivi-là. Mon Dieu, c'est pas facile, c'est pas facile, je travaille très fort. Mais il n'y a pas toujours toutes les espèces qui sont suivies, notamment les espèces terrestres. Quand on parle des espèces terrestres, c'est les oiseaux terrestres, ceux qui vivent dans nos arbres. Donc, il y a certaines espèces aussi de chauves-souris qui sont assez affectées et il n'y a pas toujours des suivis exigés pour ça. Quand je dis pas toujours, c'est qu'il n'y a pas d'exigence obligatoire, mais il peut y avoir des demandes supplémentaires de certains suivis dans certains cas. Donc, au niveau de la faune, évidemment, 3 groupes d'espèces ou 3 espèces, si on parle du caribou, sont plus affectés. Le caribou, évidemment, c'est pas parce qu'on construit une éolienne que le caribou est directement affecté. Souvent, c'est des impacts indirects. Les oiseaux et les chiroptères, qui sont les chauves-souris, évidemment, c'est une perte d'habitat au départ. Donc, on enlève, chaque éolienne prend au moins 1 hectare de défrichage pour accéder, construire et retourner faire l'entretien une fois de temps en temps. Donc, 1 hectare, 100 mètres par 100 mètres, plus tous les chemins pour relier toutes ces éoliennes-là entre elles. Il faut se rendre en 4 roues ou en véhicule. Donc, ce défrichage-là et cet impact-là sur les habitats a un impact sur tous ces groupes-là. Plus spécifiquement, on sait que les chauves-souris sont parfois attirées par les éoliennes. Donc, il y a un changement dans la pression quand il y a le déplacement de la pale. Donc, là, cette pression-là peut faire un choc tellement important que peut tuer l'animal. Évidemment, les chauves-souris sont déjà en déclin en Amérique du Nord parce que elles ont sont affectées par un champignon, ce qu'on appelle le syndrome du museau blanc, et c'est des espèces qui sont déjà globalement, presque toutes les espèces au Québec sont déjà en déclin à cause de cette maladie-là, et les éoliennes s'ajoutent au niveau des menaces qu'elles peuvent avoir dans leur territoire, en plus de la perte des gros arbres par la foresterie, donc ils ont moins de maternité pour faire leurs petits bébés, etc. Donc, c'est des espèces très sensibles à l'établissement d'éoliennes dans le territoire. Donc, voilà. Et puis, les choses au niveau légal, c'est très encadré, le suivi des espèces en péril au Canada et au Québec notamment. Par ailleurs, il n'y a pas d'exigence de s'arranger pour que l'espèce soit plus en péril. C'est ça l'affaire qui est le fun dans les lois, c'est qu'on dit ces espèces-là sont en péril, on sait qu'elles sont en déclin. Mais après ça, on laisse le territoire et les usagers du territoire sans qu'il y ait notamment, à part des suivis, beaucoup d'exigences pour libérer des espaces pour qu'elles puissent survivre à long terme. L'autre espèce dans les oiseaux qui est très, très importante, c'est la griffe de Bicknell qui vit en altitude. Donc, tous les parcs éoliens qui sont installés dans des niveaux en haut de 350 mètres, 400 mètres d'altitude, c'est-à-dire, par exemple, dans Charlevoix,
et ailleurs au Québec. Tous ces parcs éoliens-là, dans ces territoires-là, sont dans l'habitat de la Grive de Bicknell, qui est un petit passereau qui vit vraiment dans les sapins tourabougris. Donc, ça prend des habitats vraiment particuliers que pas partout au Québec. Donc, cette espèce-là est déjà menacée parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitat pour elle. Et en plus, quand on vient déforester des territoires, ben, cette espèce-là est menacée encore plus. Même chose pour le caribou des bois qui, vous savez, on les a toutes mis dans les enclos. C'est super chouette. Alors, on fait comme en Norvège, là, ça devient de l'élevage et effectivement, on a perdu nos principaux troupeaux de caribous des bois et il y en a beaucoup qui sont menacés ailleurs aussi sur la côte nord, ailleurs au Québec, alors que ceux qui sont le plus au sud, bien évidemment, étaient déjà peu nombreux parce que la foresterie fait beaucoup de chemins qui favorisent beaucoup les prédateurs comme les loups, par exemple. Donc, le caribou des bois, évidemment, là, il y a des décisions à prendre. Les décisions tardent parce que c'est le fédéral aussi qui doit s'en mêler. On compte des fois sur eux autres au fédéral. Ça arrive qu'ils nous aident là, pour protéger la biodiversité, mais souvent, ils restent frileux étant donné qu'il y a des impacts économiques à réduire la foresterie dans les milieux préférentiels pour le caribou des bois. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour, par exemple, le projet de la Côte de Beaupré, il aurait fallu qu'ils réduisent un peu la taille du parc parce qu'effectivement, il y a des habitats essentiels du caribou des bois, notamment des zones de mise bas. Donc, le projet, quand il faut le réduire, ben, les promoteurs n'aiment pas bien ça parce que ça leur fait moins de revenus, évidemment. Mais là, pour l'instant, le BAP a établi qu'effectivement, les impacts sont importants pour cette espèce-là dans ce secteur-là et le promoteur n'a pas encore accepté de réduire. Le BAP, comme on a dit tout à l'heure, ce n'est que des suggestions et après ça, c'est des négociations par la suite avec le gouvernement. Donc, on demandait d'avoir un petit peu moins d'éoliennes, réduire un peu la taille pour que certains habitats, vous savez que le caribou, lui, ça y prend des forêts très matures avec beaucoup de lichens en dessous des arbres pour s'alimenter. Bon, la grive, j'en ai parlé tout à l'heure. Je sens qu'il faut que j'aille un petit peu plus vite. Donc, tout ce qui est projets comme ça qui sont encadrés avec des mesures d'évaluation environnementale, ça va quand même bien, mais il y a plein d'enjeux qui sont moins étudiés dans les études d'impact, notamment la perte de la connectivité, c'est-à-dire quand on met beaucoup d'éoliennes avec beaucoup de chemins, ça veut dire que pour les animaux, ça devient plus difficile de s'en aller d'un îlot boisé à l'autre. Moi, je parle surtout des habitats forestiers et non en zone agricole. Donc, ça, c'est des éléments qui sont beaucoup moins étudiés dans les études d'impact. Donc, je vais juste sauter. Évidemment, les projets qui sont étudiés, l'encadrement, je vous ai dit que ça allait quand même bien, mais il y a plein de petits aspects qui ne sont pas nécessairement obligatoires d'être étudiés. Donc, ça prend des aviseurs, que ce soit dans les ministères ou soit au bureau d'audience publique pour dire, hey, il y a tel aspect, dans tel cas, dans tel projet de parc éolien, il faut étudier tel élément parce que les impacts sont majeurs. La fragmentation, ça se voit pas de l'œil nu. Tu sais, s'il y a moins de caribous, on peut les compter, on le sait qu'il y en a moins, mais la fragmentation, ce n'est qu'un chemin. Et là, on ne voit pas l'impact, nous, les humains. C'est un impact où il y a des prédateurs qui peuvent rentrer plus dans le territoire et aussi, ça amène plus de lumière. Donc, l'écosystème est modifié à ce moment-là au niveau forestier. C'est plus du tout les mêmes espèces. Puis, ces espèces-là peuvent être différentes jusqu'à 100 mètres à l'intérieur des forêts. Donc, c'est pas juste l'endroit où on déboise pour mettre le chemin ou l'éolienne. Il y a aussi un impact sur à peu près 100 mètres de part et d'autre des chemins pour ce qui est de la fragmentation. Donc, l'ensemble des angles morts au niveau écologique, c'est évidemment qu'on ne peut pas étudier toutes les espèces. On dit même qu'il part des insectes ou d'autres espèces d'oiseaux. Les oiseaux de proie aussi peuvent être menacés lors de la migration, notamment par les éoliennes. Ça, c'est quand même assez connu, mais c'est des centaines de milliers d'oiseaux qui meurent chaque année. Déjà, c'est difficile d'être un oiseau de nos jours. Les insectivores sont menacés par les pesticides.
Toutes les tempêtes à cause des changements climatiques font aussi beaucoup de mortalité sur le chemin de la migration. Donc, il y a quand même beaucoup d'aspects qui ne sont pas nécessairement inclus dans les évaluations environnementales pour les parcs éoliens qui s'ajoutent finalement, des impacts qui s'ajoutent sur l'érosion de la biodiversité à l'échelle de l'Amérique du Nord. Donc, c'est quand même des enjeux majeurs, surtout quand on a beaucoup de parcs éoliens qui s'ajoutent rapidement, puisqu'on veut quasiment doubler la production d'énergie au Québec. Donc, juste pour vous faire un petit dernier mot sur la fragmentation fait aussi en sorte que chaque îlot forestier devient plus petit. Donc, toutes les espèces qui ont besoin de petite tranquillité pour faire leurs petites affaires, comme les grives, par exemple, qui ont besoin, c'est un petit oiseau, mais cet oiseau-là a besoin d'avoir plusieurs hectares d'éloignement des chemins ou des infrastructures, des maisons et autres. Donc, on a dans le sud du Québec, notamment, un grand déclin de ces espèces-là par rapport à notre usage. Tu sais, on est des fois au nord de Montréal, au nord de la vallée du Saint-Laurent, on a l'impression que c'est vert. Après, la zone agricole, mettons à Sainte-Agathe en montant, ou un peu plus vers Shawinigan, on se dit, hey, c'est forestier. On sait qu'on a 80% de forêt encore dans ces territoires-là, mais il n'y a plus de forêt d'intérieur. Ça veut dire qu'il y a des chemins forestiers partout. Il y a les routes qu'on connaît, les routes sur lesquelles qui sont carrossables, mais en plus, il y a beaucoup de chemins forestiers. C'est des dizaines de milliers de kilomètres de chemins forestiers à l'échelle de toute la zone industrielle forestière du Québec. Donc, on perd beaucoup de nos espèces à grand domaine vital, c'est-à-dire les espèces qui ont besoin de beaucoup de territoires non fragmentés, comme la martre, par exemple, ou le caribou, qui sont très menacés par l'ensemble de cette industrie forestière-là. Donc, les éoliennes, ça s'ajoute sur ça. Juste pour vous rappeler que c'est pas non plus les autres façons de faire d'énergie qui peuvent être parfaites non plus. Donc, au niveau de l'arnachement des rivières, vous savez que ça va inonder de grandes proportions de territoire. La Grande, on a fait ça dans les années 80. On avait jusqu'à 9000 km² d'ennoiement de territoire. Là, nous, dans le Sud, on dit c'est ailleurs, c'est pas chez nous, mais les Cris s'en souviennent encore qu'ils ont perdu beaucoup de territoire de chasse. La Romaine, même chose, c'est moins élargi parce qu'effectivement, la rivière est beaucoup plus encaissée et les réservoirs sont beaucoup plus ténus quand même, mais ça fait beaucoup de pertes au niveau aquatique également. Donc, quelles initiatives sont sur la table en ce moment pour réduire notre consommation au lieu de fragmenter encore nos milieux naturels et avoir un impact? Donc, moi, je lance ça de même, là, puis je suis pas dans votre gang, mais je sais que ça peut être difficile de confronter finalement nos besoins, qu'ils soient industriels ou résidentiels, avec la réalité de notre territoire. On est vraiment riche au Québec. On a quand même beaucoup de territoires. On peut l'exploiter en partie, mais il y a comme une vision de durabilité qui doit être aussi prise dans notre grande réflexion. Je vous remercie. C'est la petite flèche à droite. Okay. Ouais. Hein? Alors, je me présente, Jean-Pierre Ducruc, je suis citoyen de Lotbinière, résident de Lotbinière depuis 50 ans passés. Là. Et mon aventure avec l'éolien a commencé un matin brumeux du mois de mai 2023, où une représentante, fort belle personne d'ailleurs, d'Inerget cogne à ma porte pour m'installer une éolienne sur ma terre. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il y avait un projet majeur dans Lotbinière, 100 mégawatts, entre 16 et 18 éoliennes qui sont en voie d'être installées dans les mois qui viennent. Et à ce moment-là, la question que je me suis posée, ayant la prétention de connaître un peu les législations et réglementations en vigueur, je me dis comment se peut-il qu'on puisse installer des éoliennes en territoire agricole? Et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Il y a rien de bien pensé dans ma présentation, c'est juste une compilation que je veux partager avec vous, des décisions qui ont été prises tant au niveau législatif principalement, et surtout également pour vous mettre bien, vous êtes tous conscients de la chose, là, c'est qu'habituellement, quand un gouvernement a un problème pour
passer à l'acte, il a toujours accusé ou il accusera toujours le précédent d'avoir mal fait les affaires. OK? Donc, dans ce sens-là, là, toutes les décisions, tous les éléments que je vais vous présenter dans les minutes qui suivent, c'est des décisions qui ont été prises par le gouvernement en place aujourd'hui. Et la raison pour laquelle je l'ai intitulé Comment contourner l'incontournable, c'est la question que je vous retourne. Donc, je voudrais le partager avec vous. Là. Rapidement, un retour en arrière, là, des éléments majeurs qui marquent là, les interventions que le gouvernement a fait sur ce qu'on va appeler largement l'aménagement du territoire. 2015, c'est pas le gouvernement, là, c'est la fondation de l'Alliance Ariane. Je ne sais pas si pour vous, ça dit quelque chose, l'Alliance Ariane. C'est un regroupement d'organismes qui se préoccupaient principalement d'architecture et d'aménagement du territoire, dans lesquels organismes, je vais vous en citer quelques-uns, l'Ordre des architectes du Québec, l'Ordre des urbanistes du Québec, l'Association des aménagistes régionaux du Québec, le Rassemblement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, l'UPA était là également, Vivre en ville, le Fonds David Suzuki et Héritage Montréal. Ça, c'est le cœur là, de l'Alliance Ariane. Et l'Alliance Ariane avait comme préoccupation majeure la problématique d'aménagement du territoire et voulait aller vers proposer une politique nationale d'aménagement du territoire. Et le 6 juin 2022, c'est l'adoption de la PNAAT, c'est la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, qui a eu des conséquences rapides, puisque le 1er juin 2023, ça a entraîné une modification de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui a été suivie très rapidement, en juin 2023, par le plan de mise en œuvre de cette politique nationale. 1er décembre 2024, c'est l'entrée en vigueur des OGAT. Là, on en a parlé un peu ce matin. C'est les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Et on peut garder dans la même veine, là, en décembre 2024, projet de loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole de sa vitalité. Donc, c'est ces actes majeurs là, que je veux rapidement passer avec vous. Là. Et concurremment, novembre 2021, il y a une remise à jour d'un cadre qui est un cadre administratif simplement relativement à l'aménagement des parcs éoliens à milieu agricole entre l'UPA et Hydro-Québec. Alors, 6 juin 2022, adoption de la politique nationale. Alors, rapidement, je vais mettre l'exergue là, sur tout ce qui touche le territoire agricole. Uniquement le territoire agricole, puisque c'est les propos de mon sujet, là, de comment est-ce qu'on peut aujourd'hui installer encore en toute impunité des éoliennes en territoire agricole. Donc, l'adoption de la politique nationale, elle souligne que la recherche d'un aménagement qui préserve et met en valeur les milieux naturels et le territoire agricole, en adoptant des formes d'aménagement qui permettent de contrer la perte de territoire agricole, et qui va offrir une protection accrue aux terres agricoles de façon à renforcer l'autonomie alimentaire. Ça, c'est le cœur de la politique. Ça a entraîné une modification à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, par ce geste-là, ça, c'est les paroles de la ministre qui est toujours en place, ce geste historique modernisera le cadre législatif et les pratiques en aménagement du territoire, bon, pour permettre, évidemment, le blabla politique là, de mieux répondre aux défis du Québec d'aujourd'hui et de demain. Là. Mais la planification territoriale, à la fois des communautés métropolitaines, des municipalités régionales de comtés et des municipalités, poursuit sans s'y restreindre la protection, la mise en valeur, la pérennité du territoire et des activités agricoles. Donc, on adopte le 26 juin la politique, le plan de mise en œuvre de cette politique-là. Là. Donc, là encore, je vous soutiens, c'est des mots de la bouche de la ministre. Donc, cette politique de mise en œuvre va préserver et mettre en valeur le territoire agricole. Elle va offrir une protection accrue aux terres agricoles de meilleure qualité et maintenir un environnement propice au développement des activités agricoles. Elle va également éviter l'implantation diffuse d'usages non agricoles qui nuisent au maintien et au développement de l'agriculture en zone agricole. Puis, elle va être à l'appui de la recherche d'une autonomie alimentaire
qui nécessitent des superficies qui soient réservées à la pratique agricole, que leur utilisation soit optimisée dans une perceptive cohabitation harmonieuse. Donc, ça, j'invente rien, là, je ne fais pas de résumé, là, je prends textuellement là, le texte. 1er décembre 2024, c'est l'entrée en vigueur des OGAT. Les OGAT, c'est des orientations gouvernementales en aménagement du territoire. C'est elles qui vont identifier les objectifs qui sont poursuivis par le gouvernement en aménagement du territoire. Il y en a 9 en tout. J'en ai retenu 3 pour nos propos cet après-midi. L'OGAT 3, qui dit planifier l'aménagement et le développement du territoire agricole de manière à assurer sa protection, la mise en valeur de son plein potentiel et créer un cadre propice à la pratique des activités agricoles. Évidemment, il faut aller chercher la 9, où là, on dit également il faudra favoriser la mise en valeur du potentiel éolien du territoire d'une manière qui respecte les particularités du milieu et qui contribue à l'acceptabilité sociale de cette filière énergétique. C'est pas moi qui l'ai écrit, là. Et là, plus en détail, on va revenir sur ces 2 orientations. L'orientation 3, là, je ne la relis pas, mais il y a dans l'objectif 1, c'est garantir la pérennité d'une base territoriale pour la pratique des activités agricoles. Puis elle repose sur 2 attentes. Assurer l'intégrité de la zone agricole en évitant que le territoire agricole ou des parties de celui-ci soient identifiés pour l'implantation d'usages non agricoles. Et l'attente 2, accorder la priorité aux activités agricoles en zone agricole afin d'éviter la déstructuration en déterminant des affectations qui correspondent à la réalité et au dynamisme du territoire agricole, en prévoyant des usages et des mesures d'aménagement qui privilégient les activités agricoles, puis la dernière et non la moindre, en limitant à des situations d'exception l'implantation de nouveaux usages non agricoles, notamment de la fonction industrielle, et en démontrant qu'il y en a un besoin, qu'il n'y a aucun autre espace approprié disponible pour l'accueillir. Ben oui. Et le GAT 9, qui veut, normalement favorise la mise en valeur du potentiel éolien, son objectif premier, assurer la compatibilité du développement éolien avec l'aménagement du territoire et prendre en compte les caractéristiques distinctives du milieu et les préoccupations de la population, avec une attente, connaître et prendre en compte les préoccupations de la population. Pour ce faire, la MRC doit, j'invente rien dans la graphie, c'est ainsi que c'est écrit, prendre les moyens, c'est souligné, nécessaires pour informer, consulter en esprit de partenariat tous les acteurs concernés dans le but de leur donner de l'occasion de soumettre leurs préoccupations. OK? En voulez-vous d'autres? Et le 5 décembre, là, c'est indirect un peu. Là, c'est le ministre de l'Agriculture avec le projet de loi 86, dont le projet de loi ne prévoit malheureusement pas, malgré ce qu'on vient de voir, d'encadrement spécifique pour les projets éoliens en terre agricole. Pourtant, le ministre s'était commis, et sa citation est en rouge, là, il déclare s'opposer donc à l'éolien, à ce que le garde-manger des Québécois serve à répondre aux besoins urgents d'Hydro-Québec. Si je veux résumer ma pensée, c'est tout faire pour ne pas être en zone agricole. Mais à partir du moment où des fois ça peut être différent de cette pensée-là, il faut que ce soit un processus, puis là il se mord la langue, là, très, très répété, il a répété lors d'entrée, rigoureux, donc un processus rigoureux pour vraiment limiter l'impact. Chaque fois qu'on accepte de prendre un hectare, 10 hectares ou 20 hectares, pour faire une activité qui est autre qu'agricole pour le territoire, c'est pas une bonne nouvelle. Et là, rapidement, là, une référence au cadre administratif qui a été signé je pense que c'est en 2005, la version originale entre l'UPA et Hydro-Québec pour éventuellement l'installation d'éoliennes en milieu agricole. Donc, on disait favoriser la localisation des éoliennes et des lignes électriques à la limite ou à l'extérieur de la zone agricole protégée. Favoriser la location des ouvrages sur les terres dont le potentiel agricole et forestier est le plus faible. Protéger les terres cultivables de bon potentiel et protéger les terres à drainage souterrain ou celles qui seront dotées à court terme ou à moyen terme.
Alors, en guise de conclusion, là, ce que je veux partager avec vous, c'est malgré les pièces législatives et les engagements politiques récents, rien n'y fait, l'éolien déferle sur les meilleures terres arables du Québec. Ce déferlement est d'autant plus déplorable que sa nécessité environnementale et sociale n'a pas été démontrée. On en a assez parlé dans la journée. Ce déferlement se fait au nom d'une transition énergétique qui n'a pas non plus été mise sur la table ou dont le terme est détourné, là. Alors, un débat de société s'impose. D'aucuns ont maintes fois réclamé un BAP générique à cet égard. Il est plus que jamais nécessaire. Puis la lutte au changement climatique ne saurait être le prétexte à consommer plus d'énergie quand bien même elle n'émettrait que peu de gaz à effet de serre. Et surtout, n'acceptons pas ce qui pourrait être le slogan gouvernemental. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et C'est lequel? C'est juste celui-là. Je vais juste le faire. OK, comment ils vont le faire? Comment c'est? Ah, OK. Oui, merci. Bonjour, Martina Bastien, la Visitation de Yamaska au centre du Québec. En 2015, l'Université de Berkeley avait sorti un rapport de 163 experts d'éoliens à travers le monde qui faisait une prévision de la puissance des éoliennes pour 2030. On disait la puissance des éoliennes en 2030 prévue, ça devait être 3,25 MW, pour l'Europe 3,75. À 6 ou 7 MW, on n'est plus là aujourd'hui. Comment c'est arrivé? L'industrie a réussi à modifier les pales pour qu'ils fassent moins de bruit audible, pour qu'ils soient conformes aux normes, mais ils balayent quand même un espace d'air considérable, donc jusqu'à 20 000 mètres carrés. C'est des puissances sonores énormes. Donc, quand les promoteurs ils disent ils sont conformes aux normes, oui, mais c'est les normes qui ne sont pas conformes pour protéger la santé de la population. OK, les normes en vigueur versus les nouvelles générations d'éoliennes. Fait que si on regarde les sources de documents pour les RCI ou les schémas d'aménagement, on dit, mais c'est comme ça se fait au Québec, mais si on regarde, en fait, c'est avec les éoliennes de petite taille, puis il y a très peu de fondements scientifiques. En fait, il y en a pratiquement pas. L'augmentation de la taille du rotor fait en sorte que les éoliennes émettent maintenant proportionnellement beaucoup plus de basses fréquences et d'infrasons. Donc, ces normes en vigueur sont inadéquates pour évaluer la quantité d'infrasons et de sons de basse fréquence, ainsi que la modulation d'amplitude. Le terme modulation d'amplitude, je vais l'utiliser plusieurs fois. Il est très important parce que il se produit autant dans les bruits audibles que dans les inaudibles. Ça, c'est quand la pâle passe devant le mât, entre son point le plus haut et le plus bas, et on peut avoir une grande variation au niveau de la puissance sonore. Ça peut varier de 3 à 10 décibels. Si on dit 10 décibels, ça équivaut au double de la perception de la puissance sonore. C'est énorme. Cette modulation d'amplitude-là, elle est pas évaluée actuellement. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est l'élément le plus dérangeant. Ce qu'on peut associer aux éoliennes, on appelle ça dérangement ou une nuisance. C'est un stress continu pour la population. Il peut être autant au niveau physiologique que psychologique. Puis il se transmet sur des très grandes distances. Excusez, j'ai pas l'habitude de faire des présentations, mais en tout cas. C'est ça. Les basses fréquences, ils voyagent sur des grandes distances. Ils sont augmentés à l'intérieur des habitations. Ils peuvent se propager via l'air et le sol, via le mât des éoliennes. Ils traversent les corps aussi.
Dans les lacunes actuelles, vous voyez en haut à gauche les fréquences audibles et les fréquences inaudibles. Actuellement, au Québec, on utilise la pondération A-dBA qu'on voit dans le schéma à droite, rouge, ce qui est rouge 20 en bas. Ça, c'est à l'intérieur d'une maison. C'est la puissance sonore évaluée actuellement par les normes. Ce que vous voyez en rouge plus vif, ça, c'est les basses fréquences et les infrasons. Vous voyez, dans les évaluations, ça correspond très peu à la réalité, ce que les riverains, les personnes habitant dans les maisons autour subissent. Dans les recherches, on dit les niveaux de bruit prévus dépendent du modèle de bruit utilisé pour les obtenir et de nombreuses juridictions ne précisent pas quel modèle doit être utilisé. Les réglementations existantes précisent les méthodes permettant de minimiser l'impact du bruit ambiant. Cependant, elles présentent de nombreux inconvénients et ces méthodes permettent au bruit des parcs éoliens de dépasser potentiellement les limites autorisées pendant 50% du temps. Donc, les modélisations qu'on fait pour les éoliennes de grande taille, on n'a pas d'études pour ces éoliennes de grande taille. C'est assez expérimental, ce qu'on veut faire à grande échelle à travers le Québec. Donc, ici, je vous parle, c'est ça, des normes en vigueur au Québec actuellement. C'est des normes qui viennent de l'OMS. Ces normes-là sont qualifiées conditionnelles parce que ça manque d'études pour les appuyer pour qu'ils soient vraiment clairs comme ligne directrice. Les acousticiens de l'industrie de santé publique et les indépendants, ils disent que ces normes sont inadéquates, ils ne s'appuient pas sur des données récentes, ils ne protègent pas la population contre les problèmes de nuisances, de qualité de vie et de troubles du sommeil. La note d'instruction 90-01, elle date de 2006, puis l'autre norme ISO 9613, mais ça sous-estime le bruit des éoliennes, les infrasons, les basses fréquences, la modulation d'amplitude. La norme du Québec utilisée par l'industrie est 40 décibels. Cependant, on sait qu'à 35 décibels, le bruit est audible à l'intérieur d'une résidence pour une grande partie des personnes. L'INSPQ, il confirme qu'on a des manques de fondements scientifiques. Dans une interview avec les conseillers de l'Institut, on dit « Les résultats de l'analyse ne permettent pas d'identifier une distance qui serait sécuritaire entre les éoliennes et les résidences. C'est un chiffre magique qui est souhaité par plusieurs instigateurs de projets. On parle plutôt d'une distance qui serait socialement acceptable et qui doit être co-construite avec les différentes parties prenantes du milieu. On peut se demander cependant, co-construire avec qui et basé sur quoi? L'autre conseiller scientifique de l'INSPQ, il dit dans l'interview, plus l'éolienne est grosse, plus le 45 décibels va être atteint plus loin. Ça peut être un enjeu si des municipalités réfléchissent par rapport à des éoliennes de 1 MW il y a quelques années, alors que maintenant, ce sont des 7 à 10 MW que les promoteurs sont en train d'imaginer. La distance ne serait peut-être pas appropriée. On sait que les basses fréquences sont une caractéristique qui va occasionner plus de dérangements. En général, ça se transmet mieux, ça pénètre mieux dans les bâtiments. Alors, pour une source industrielle, une source qui n'aurait pas les mêmes caractéristiques, un bruit de basse fréquence va déranger plus qu'un bruit de haute fréquence. Ici, c'est un exemple comment la propagation du son se fait. Donc, c'est ça varie selon la topographie, les conditions, la direction du vent, la hauteur de l'éolienne aussi. Et donc, ça peut être très compliqué pour faire des modélisations selon le paysage, la topographie et tout ça. Donc, beaucoup d'incertitudes. Si on revient à la modulation d'amplitude, qui est maintenant reconnue comme l'élément le plus dérangeant de tous les facteurs du bruit éolien, elle peut se produire, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les fréquences audibles comme dans les basses fréquences. Sur ce schéma ici, on voit bien que la propagation du son à l'intérieur d'1 kilomètre, ça, on a plus les hautes fréquences, donc les fréquences audibles. Si c'est sur de plus grandes distances, on entend un autre son.
Ça, c'est plus dans les basses fréquences. Dans l'exemple ici, c'est marqué en dessous, on entend ça jusqu'à 3,5 km. Donc, on est loin de ce qu'on propose dans les RCI et les plans d'aménagement. Qu'est-ce que je voulais... oui, c'est ça. Ça, c'était... oui, c'est ça. Ce que je voulais ajouter aussi, dans le cas d'un encerclement par des éoliennes, qui sont à distance différente. Il y en a à 1 km, à 5 km ou un parc éolien déjà existant. Dépendamment où vient le vent, là, il y a des différentes éoliennes en activité. Ça veut dire que les gens sont encerclés, puis ont des éoliennes à distance, plus proches, plus loin et tout. Ils vont être sollicités ou subissent ces nuisances-là sans cesse, mais peut-être pas sans cesse, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Bon. Fait que c'est ça, ça n'a aucun bon sens dans un cas comme ça. Puis les modélisations vont être très imprécises. Ça fait qu'on va le savoir après ce que ça va faire. Maintenant, selon l'étude de Santé Canada qui a été faite entre 2014-2015, on voit bien que le bruit des éoliennes est beaucoup plus dérangeant que celui des avions, du trafic routier ou des chemins de fer. C'est à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des caractéristiques spécifiques avec la modulation d'amplitude quand la pale passe devant le mât. Il y a aussi l'effet stroboscopique, le clignotement des lumières. Il y a l'aspect visuel aussi. Donc, le dérangement est déjà très élevé à partir de 35 dBA. Donc, le 40 dBA qu'on propose, on sait qu'on va nuire à un certain nombre de personnes. L'Institut national américain des standards, il explique pour tout nouveau bruit et tout nouveau bruit intrusif en région rurale, on ne devait pas dépasser 35 décibels. Alors au Québec, c'est 40. Le risque de plainte est très élevé, puis des problèmes pour le sommeil aussi. Comme à date, l'INSPQ a dit il n'y a pas de preuve que ça dérange le sommeil. Comment c'était arrivé? Mais, puis Santé Canada aussi, on n'a pas de preuves. On a des preuves pour le dérangement, mais on n'a pas des preuves pour le sommeil. Ça dépend de la vitesse à laquelle l'oreille perçoit le bruit. Ici, on voit une courbe. La courbe rouge, ça c'est quand on fait la prise de son sur une mesure, sur un espace-temps plus longue. Mais l'oreille humaine perçoit à la vitesse de 100 à 150 millisecondes le son. Ça, si on mesure à un espace-temps plus lent, ça paraît pas, ça fait comme la ligne rouge. Si on le mesure à la vitesse que l'oreille humaine entend, ça fait des grands écarts de plusieurs décibels. Donc, à date, on avait toujours dit, mais les gens qui se réveillent avec le cœur qui palpite la nuit, puis ils savent pas pourquoi, puis ils vont voir les compagnies éoliennes, puis eux autres, ils disent non, sur notre courbe, à ce moment-là, spécifique la nuit, à telle heure, il n'y avait pas une augmentation de son. Non, mais la personne, elle, ce qu'elle a reçu, c'est les grosses pics bleues. Ici, alors, l'effet nocebo, si on regarde la ligne rouge en bas, c'est une ligne qui est bien égale. Alors, avec ça, l'industrie et les promoteurs ont toujours pu prouver, ben non, je comprends pas pourquoi la nuit, tu te réveilles et puis tu dors pas et il n'y a aucune explication. Mais si vous voyez les pics que ça fait jusqu'à 10 décibels, ça, c'est ce que l'oreille humaine reçoit ou ce qui peut l'agresser aussi. Donc, le bruit inaudible des éoliennes, c'est pas des sons qui sont perceptibles par lui, mais ils peuvent tout de même être perçus comme des sensations dérangeantes, donc des pressions dans les oreilles, des étourdissements, des sensations de mal de mer. Oui. Les impacts sur le sommeil et la santé, mais ça, c'est stress, le système hormonal, et on dit les oreilles ne dorment jamais. Bon, les réponses de l'oreille, ça passe par les cellules ciliées, puis on dit ça, ce que vous entendez pas peut pas vous affecter, c'est pas valide.
Cependant, c'est un peu comme les rayons UV. On ne peut pas les voir, l'effet est cumulatif, mais ça affecte la santé sur le long terme. Donc, les populations les plus vulnérables, c'est les enfants, c'est les personnes âgées, les gens qui ont des problèmes médicaux, puis aussi les personnes sourdes. Avec l'augmentation de la taille des turbines, les pulsations de pression sont descendues dans la gamme des fréquences associées au mal des transports. La distance s'est avérée la seule option fiable de contrôle des bruits disponibles pour les éoliennes jusqu'à présent. Dans la plupart des endroits, la distance n'est pas suffisante pour éviter les impacts. Comment expliquer les contradictions entre les études? Bien, c'est le financement par des sources non indépendantes, les critères d'inclusion-exclusion des études, les méthodologies, la modélisation, le nombre limité de résidents vivant en région fait que c'est difficile de faire des preuves statistiquement valables. Oui, OK, je vais aller tout de suite au prochain. Le syndrome éolien est reconnu au niveau maintenant par un jugement en France, mais ailleurs aussi, il y a eu plusieurs condamnations ou pour dédommagement ou pour démolir les éoliennes. Je vais faire ça rapidement. Les impacts sur les ressources sont hauts. On dit aux éoliennes, aux compagnies aux municipalités très rarement combien pèse vraiment une éolienne. Ici, on parle de 2200 tonnes pour une 6 mégawatts. La municipalité et l'UMQ donnent une information complètement différente. Le principe de précaution dans l'INSPQ, il faut faire beaucoup attention avec la stabilité des sols, les eaux souterraines et tout ce qui peut avoir aussi surveiller l'activité tout au long. Mais à date, c'est seulement les compagnies qui font de la surveillance de l'eau. Donc, l'impact du bruit sismique qui vient aussi des basses fréquences qui se propagent par l'air et par le sol, ça pourrait éventuellement affecter la structure du sol et sa capacité des aquifères de se recharger. On ne le sait pas, on n'a pas d'études, mais c'est une précaution à prendre. Donc, c'est ça, c'est notre position, c'est pas contre l'énergie éolienne, mais plutôt pro-santé. Merci pour votre attention. J'ai fait une recension des connaissances qui est disponible bientôt aussi avec le document qu'on fait ensemble avec Richard, qui est sur Maître chez nous, puis BCNY. J'ai aussi un chapitre là-dessus sur les animaux, puis c'est ça, c'est tout. Merci. Alors, on est rendu à la période de questions. Vous avez du biologiste au pied carré en arrière de moi. Là, vous pouvez poser des questions autant sur les animaux, sur l'agriculture, sur la santé humaine. C'est très intéressant. On en aurait pris encore beaucoup, là, mais alors les questions, on va commencer. Oh, il y en a 3 là, on va y aller par là. Pardon. Bonjour, mon nom est Richard Pellerin de la MRC des Sources. C'est pour Mme Martineau. Oui. Dans les projets qui ont été présentés à Hydro-Québec, Parlez dans le micro, s'il vous plaît. les projets qui ont été présentés à Hydro-Québec puis qui ont été acceptés au début de 2024, les surfaces nécessaires pour implanter une éolienne, c'est de 5 à 10 hectares par éolienne. Alors, ça comprend l'éolienne, bien sûr, mais les chemins d'accès et tout ça. Alors, c'est seulement une précision. C'est une belle surface. Ah, Merci. OK, merci. Merci beaucoup. On va aller à l'autre micro. Oui, bonjour, Jean Latraverse de Varennes. Peut-être compléter un petit peu la présentation de Mme Bastien, puis j'aurai une question à la suite de ça. Vous avez parlé de Robert Wren, qui est un acousticien américain qui a travaillé beaucoup sur le bruit là, relié aux éoliennes. Puis entre autres, il a présenté une présentation là, dans une université américaine concernant un projet aux États-Unis. Ça s'appelle Hard Scrabble Wind Farm dans l'État de New York. C'est pas très loin du Québec. Il y a 37 éoliennes, 71, 74 mégawatts, 2 mégawatts par éolienne. Ça, c'est important de retenir ça. 100 mètres de hauteur. Donc, on n'est pas du tout dans le 6 mégawatts. Là. Ça a été construit en 2010. Alors, ce qui est intéressant dans ce projet-là, ça a été présenté par M. Rand, c'est que
le promoteur est obligé de faire une modélisation du bruit, c'est-à-dire qu'alentour des éoliennes, il devait faire des courbes de niveau du bruit. Donc, c'est exactement comme des courbes de niveau là, d'altitude, mais c'est des niveaux de décibels alentour des éoliennes. Et ce que j'ai fait, j'ai repris son étude, puis j'ai tracé 750 mètres de distance des éoliennes, puis j'ai regardé ce que ça donnait avec l'étude de modélisation du bruit. C'est pas mal intéressant. J'ai pris 2 ou 3 éoliennes. Là. À 750 mètres pour une éolienne, on tombe à 47 décibels. Et pour une autre éolienne, on tombe à 43 décibels. Dans les RCI, en tout cas le RCI dans notre MRC, c'est 40 décibels la limite la nuit, 45 le jour. Donc, basé sur cette modélisation-là, on va dépasser. Puis là, on parle d'éoliennes de 2 mégawatts. Aujourd'hui, c'est 6 mégawatts. Comme l'a dit Mme Bastien, même l'expert scientifique de l'INSPQ nous met en garde. Il dit qu'on s'en va vers un mur de ciment, là, c'est sûr. Les éoliennes sont tellement grosses, on va dépasser. Puisque ma question à vous, Mme Bastien, les études de modélisation de bruit, Oui. c'est pas très connu au Québec. Moi, je connais une MRC qui l'exige dans son RCI, c'est la MRC de Lillet. OK. J'en connais pas d'autres. Puis, à votre avis, est-ce que ça devrait être pratiquement obligatoire pour les promoteurs de le faire dans chaque projet? Merci. Absolument. Parce qu'on ne peut pas, comment je vais dire, historiquement, on met toujours de la production d'énergie pour la majorité de la population dans les régions où c'est soit faible en nombre de personnes pour se défendre ou faible économiquement. Fait que c'est pas parce qu'on est peu de gens qu'il faut pas faire des études approfondies pour nous protéger. C'est dans mon document, il y a plusieurs sources. Il y a les Australiens sont très avancés au niveau de toute la connaissance dans l'évaluation et des différents modèles et les modélisations pour les prédictions. Puis il y a un document qui est très intéressant, c'est la compagnie WSP qui a sorti un rapport de 350 pages pour le gouvernement d'Angleterre. Comment on devait faire pour une mise à jour pour un développement durable de l'énergie éolienne si on veut pas avoir trop de résistance avec la population et de plaintes. Fait que ce rapport-là, le lien est dans mon document, là, parce qu'au Québec, on est un urgent besoin de mise à jour des normes avant tout nouveau projet éolien. C'est très urgent, un moratoire, un BAP générique avant tout projet. Fait qu'il faut vraiment avoir des experts, puis des experts qui travaillent pas juste nécessairement pour le promoteur. J'ai eu l'occasion d'écouter quelques BAP, puis c'est assez difficile d'entendre ce que les promoteurs disent à la population qui veut juste des réponses. Je trouve ça très difficile d'entendre comment on prend la population pour des gens pas intelligents, pas capables de se documenter. Merci. Alors, merci beaucoup de la précision. En passant, Mme Bastien, votre rapport est extraordinaire. Je l'ai lu et j'ai pris plusieurs sources là-dedans là, pour approfondir un petit peu ce que vous aviez fait, qui est extraordinaire. Félicitations. Mais, Merci beaucoup. On va prendre une question de M. Langelier ici. Oui, je voulais d'abord effectivement rendre un hommage très appuyé au travail qu'a fait Martina. C'est absolument incroyable le travail qu'elle a fait depuis 1 an qu'elle travaille sur ce document-là, qui s'améliore de fois en fois. Elle a fouillé toutes les sources possibles. Alors, bravo Martina, c'est exceptionnel. Mais ce que nous montre surtout son travail, c'est qu'il n'y a pas de place pour les éoliennes au Québec dans la vallée du Saint-Laurent. Pour une raison très simple. Nos terres, ils sont étroites en largeur et longues en profondeur.
Puis où est-ce qu'ils veulent aller, les promoteurs? Pas loin de la route. Alors, si vous donnez une distance séparatrice minimale qui devrait, selon les fabricants, ça devrait être 1,33 km, ben, si vous faites ça, vous êtes rendu chez le voisin. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les MRC? Ils font toutes sortes de sparages pour essayer de rentrer sur les terres des éoliennes alors qu'on n'a pas de place pour les mettre. Alors, par exemple, dans la MRC des Mascoutins, Saint-Hyacinthe, on a dit, t'emmènes ton voisin chez un notaire puis il te signe un papier comme quoi tu consens. Oui, mais la projection des blocs de glace, là, parce qu'on est dans un climat où il y a des variations, et ça projette des blocs de glace sur des distances de 2, 3, 400 mètres. Alors, on fait quoi avec ça? La réalité, là, c'est que techniquement, concrètement, il n'y a pas de place pour les éoliennes sur nos terres agricoles. Merci, M. Langelier, pour votre excellente question. On va prendre monsieur là-bas, après on va... Oui, bonjour, Denis Désiel, Saint-Narcisse, Mercé Deschenaux. Ça revient pour l'agriculture, le territoire agricole. On a 2 de territoire agricole environ au Québec. Là, ça en engruge une bonne partie. Il n'y a pas juste l'éolienne, il y a le chemin d'accès durant la construction, etc., etc. Il y a une grosse perte de territoire agricole encore qui va se produire. 144 dans 2 MRC, ça fait pas mal de terrain. Pour la protection du territoire agricole, la CPTAQ, ils sont censés protéger notre territoire agricole. Est-ce que c'est vrai que les résultats de ça dans différents projets éoliens ils ont été plus ou moins vaillants là-dessus pour le territoire? Maintenant, si on protégeait un peu le territoire, je me pose la question sérieusement là-dessus. Ben, la CPTQ s'appuie sur une astuce là, qui s'appelle les UNA, les usages non agricoles, pour considérer que l'éolien ou l'éolienne, ce n'est pas une installation permanente, puisqu'on nous les vend pour 25 ans. Moi, c'est la seule explication que j'ai pu avoir, là, on va appeler ça des autorités. Donc, la CPTAQ, là, je pense qu'à date, là, il y a un ou deux rares exemples au Québec où il y a eu peut-être pas même interdiction, mais limitation d'installation d'éoliennes. Le prétexte, c'est ce qui est prévu à la loi, là, qu'on appelle les UNA, là, je vous répète, là, et parce que ce n'est pas non plus une installation permanente. Oui, sauf que c'est pour des éoliennes normales, les petites qu'on peut considérer, mais nous autres, c'est des monstres, là. C'est ça le problème, là, nous autres, dans les 2 MRC, là. C'est pas des petites, là, c'est des grosses, plus haut que le stade olympique, c'est bol. Non, ça, je suis d'accord avec vous, mais j'en reviens au slogan, faites ce que je dis, faites pas ce que je dis. Oui, c'est ça. Ben, merci. Merci de votre question. Madame Louise? Oui, Louise Morin, de l'Assomption du regroupement Vigilance Énergie Québec. J'ai commencé récemment à participer à des BAP. Là, ça fait 5 BAP sur l'éolien auxquels je participe. Et j'ai commencé à lire les études d'impact. Avant, je prenais pas le temps de lire ça. Et puis, j'ai été complètement renversée par les aberrations qu'on peut lire dans ces études d'impact-là. Par exemple, qu'un corridor forestier, mais c'est une route où les animaux peuvent circuler. Donc, c'est correct de faire une route dans une forêt. C'est un corridor forestier parce que les animaux peuvent passer. Tu sais. Et puis, les impacts sur les oiseaux, les impacts du bruit pour les oiseaux, ben, généralement, il n'y a pas d'impact parce que des oiseaux comme les corneilles et puis les faucons nichent dans des carrières, des endroits très bruyants. Donc, il n'y a pas de problème. Pour les chiroptères non plus, il n'y a pas de problème parce qu'il y a plein d'autres forêts ailleurs. En tout cas, des choses comme ça, moi, je me demande, c'est vraiment des scientifiques, des biologistes qui ont signé ces études-là. Puis après ça, j'ai compris que c'est le promoteur qui est chargé de donner le contrat à une firme pour faire l'étude d'impact. Les suivis, si des citoyens trouvent des oiseaux morts, des chauves-souris, eh bien, à qui ils vont rapporter le fait? À l'employé du promoteur, à l'employé du parc. Il n'y a aucun mécanisme indépendant pour vérifier les études, pour
que les citoyens puissent avoir une assurance que les cadavres retrouvés sont vraiment comptabilisés pour le parc. Donc, il n'y a pas de mécanisme indépendant. Et puis, je me disais, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir, pour avoir une véritable connaissance des impacts scientifiques qui ne soient pas biaisés par des conflits d'intérêts, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des organisations indépendantes pour vérifier les études d'impact des éoliennes, des projets éoliens, pour que les populations soient assurées que ça a du sens et puis que ça reflète vraiment la science? Qui répond à cette question? Kim? Vous soulevez des choses vraiment universelles. En fait, tout projet industriel où il y a des études d'impact, c'est le même problème, c'est-à-dire que c'est le promoteur qui paye. On pourrait dire que les fonctionnaires des ministères MELCC, FP par exemple, et sont indépendants puisqu'ils sont payés par nous. Donc, en fait, toujours le problème, même indépendant, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Il y aurait, mettons, un institut qui recevrait son argent d'une instance quelconque, une fondation, un fonds pour aller valider ou vérifier les informations, mais toujours quelqu'un qui paye à un moment donné. L'encadrement, je pense pas que c'est nécessairement ça le problème, mais oui, il y a des choix qui sont faits sur quels impacts qu'on va étudier. Puis effectivement, comme j'ai dit tantôt, c'est pas tous les impacts qui sont étudiés. Il y a des impacts. Avant de les étudier, on juge qu'ils sont négligeables. Donc ça, ce choix-là, moi je pense, puis là, juste vous dire que les firmes qui font les études d'impact, c'est des firmes d'ingénieurs. En tout cas, je lance ça de même, là. Il y a peut-être des ingénieurs dans la salle, il y a des très bons ingénieurs, mais ils sont pro-développement, ces firmes-là, on s'entend, c'est comme ça qu'ils gagnent l'argent. Les études d'impact avec les biologistes à payer, c'est des petites pinottes, ça, c'est pas là que l'argent est nécessairement. Donc, effectivement, on pourrait se demander l'indépendance, mais le système existe depuis 40 ans et plus, c'est toujours le même système, peu importe. Hydro-Québec, même chose, les études d'impact, c'est des firmes d'ingénieurs. La plupart de ces firmes d'ingénieurs-là sont habituées dans les processus d'études d'impact, là, tout l'encadrement qui est légal, ils sont habitués, donc c'est un peu machine à saucisse, mais moi, j'ai quand même confiance dans ces études-là. Comme je dis, il y a des angles morts. Après ça, peu importe l'étude d'impact, il faut dire quel est l'impact résiduel après avoir mis en place certaines mesures de mitigation. Donc, il y a toute une série de mesures qui sont prises. Même chose quand on fait les autoroutes au Québec, le ministère des Transports a des choses à mettre en place pour que les impacts soient moindres. Ça ne veut pas dire qu'au bout du compte, il n'y a pas d'impact. Donc, c'est toujours ça. Donc, on a des procédures. On va mettre des barrières à sédiments lors de la construction pour pas que les sédiments du nouveau chemin ou des zones de construction aillent dans les cours d'eau, par exemple. Donc, il y a plein de petites mesures qui sont prises, mais au bout du compte, il reste toujours des impacts. Et ça, à un moment donné, est-ce qu'on veut ces projets-là ou on les veut pas? Puis c'est là où on en est. Est-ce qu'on les accepte ou pas? Mais troisième lien, on peut tout embarquer ça dans la même affaire. Donc, les gens qui font les études d'impact ont souvent avantage à ce que le projet se fasse puisqu'ils vont faire les plans de vie des projets. Donc, c'est des firmes d'ingénieurs qui font ça et il y a des biologistes qui accompagnent ces ingénieurs-là, mais l'argent est au niveau des ingénieurs, je peux vous dire ça. Nous, on vit d'amour et d'eau fraîche en général. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question, mais... Monsieur Legault, il aurait dit ça en moyenne au bâton qui compte. C'est ça qui était important. Madame, à vous. Édith Belland-Lacaussemble. J'ai appris récemment en communiquant avec la CPTAQ que j'ai demandé est-ce qu'on peut avoir une alerte de dossier un peu comme pour le BAP, là, est-ce qu'on peut s'inscrire? Et on m'a répondu que, étant donné que je ne suis pas une municipalité, je ne peux pas. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai appris que on peut faire la démonstration qu'on est en mesure d'exercer un droit de regard de voisin. Et là, je pense que ça pourrait être intéressant dans nos municipalités d'aviser, dans le fond, les voisins de ceux qui veulent des éoliennes, parce que
si on est à risque de subir un préjudice réel, sérieux et immédiat du fait de la décision de la CPTAQ, bien, je pense qu'on peut faire valoir notre point auprès de la commission. Alors ça serait intéressant là, de vérifier à ce niveau-là. Deuxième chose, on a parlé de superficie par rapport aux éoliennes. En ce qui concerne le projet de Test Canada qui nous préoccupe dans la MRC de Mekinac et des Chenaux, sur le site du promoteur, on ne voit pas à nulle part la profondeur à laquelle il pourrait implanter ces machins. On sait la superficie qui pourrait être de 40 mètres par 40 mètres en ce qui concerne la fondation, mais on ne sait pas à quelle profondeur. Ne sachant pas à quelle profondeur, je me demande comment ils vont faire pour prouver que leurs éoliennes n'auront pas d'impact sur les sources hydriques en dessous des terres là, où ils vont creuser. Alors, avec un projet comme celui-là, je me demande si on peut pas légalement, déjà en ce moment, envoyer des mises en demeure pour leur dire qu'ils ne respectent pas le principe de précaution en ce qui concerne la qualité de l'eau. Et ça, je pense que c'est un point qu'on pourrait défendre à la CPTAQ en disant on n'a pas d'informations sur les risques de contamination d'eau. Alors, pourquoi accepter des projets en terre agricole si il y a des risques qui n'ont pas été évalués? Est-ce qu'on peut faire des mises en demeure ou aviser les gens de leurs responsabilités quant à peut-être des problèmes qui pourraient venir éventuellement? Les tenir responsables de ces problèmes-là. Une question légale, là. On n'est pas trop, on est les écolos de la gang, là, ici, je sais pas trop. Je ne sais pas. Richard, tu veux-tu donner... Non, mais je peux essayer de faire un... Ben, il faut démontrer qu'il y a un préjudice. Donc, ça voudrait dire que par prudence, il faudrait que les gens fassent faire des tests sur l'eau potable maintenant. Puis s'il y a une modification de la qualité de l'eau potable qui résulte d'activités qui sont passées dans le territoire, ben là, ça crée une présomption de fait qu'il y a un lien causal entre la détérioration de la qualité de l'eau puisqu'on avait un test avant, puis il y en a un autre après. Mais évidemment, ça implique des frais pour les producteurs. Alors, merci. Est-ce que ça répond à votre question, madame? Oui, ça répond à ma question au niveau légal, mais au niveau de la CPTAQ, est-ce que, monsieur, vous êtes au courant de ce droit de regard de voisin? Oui. En fait, devant un tribunal, c'est quel est l'intérêt juridique pour agir. Alors, il y a deux possibilités. Soit que tu subis un tort, ça c'est le cas du voisin, ou soit que tu interviens au nom de l'intérêt public. Parce qu'il ne faut pas oublier que la CPTAQ, c'est un tribunal administratif. Donc, il juge selon la preuve. Alors, s'il n'y a pas de preuve de présenter sur les préjudices, si un document comme celui de Martina n'est pas déposé, ben, ils peuvent pas conclure que ça a un impact négatif. Il n'y a pas de preuve. Un tribunal ne peut juger que sur la base de preuves. Alors, c'est pour ça qu'on a demandé à 2 agronomes de nous faire des études sur les impacts sur l'agriculture. On a déjà reçu les premiers documents et je vous assure que ça punch parce que effectivement, ils arrivent exactement à la même conclusion que moi, qu'il n'y a pas de place sur les terres agricoles pour des éoliennes. C'est incompatible. On dit qu'on a un grand territoire agricole, mais la réalité, c'est qu'on a moins d'1 hectare par citoyen de terres agricoles au Québec, alors qu'aux États-Unis, par exemple, c'est plus de 2 hectares. Alors, il y a tous ces éléments-là, mais est-ce que ça a déjà été déposé devant la CPTAQ? Je ne le sais pas. Mais je sais qu'en général, à date, ils ont toujours dit oui, effectivement, pour les raisons qu'a donné Jean-Pierre. Mais je pense que il faut être là, de la même manière qu'on est là actuellement dans les BAP, mais il faut être là dans les réunions de CPTAQ, puis déposer de la preuve à l'effet que c'est incompatible avec l'agriculture. Et là, on verra bien. Je voudrais juste ajouter l'importance de
du dossier d'eau. Au début, on m'avait dit, ouais, si tu veux savoir s'il y a un danger à cause de la grande puissance des éoliennes, que les microsismicités dans le sol, si ça peut avoir un impact sur l'eau, et le manque de connaissances qu'on a là-dessus, on m'avait dit, ceux qui connaissent le mieux le sous-sol québécois, la nature du sous-sol québécois, c'est l'industrie pétrolière. Il faut que tu trouves quelqu'un qui, un professeur à retraite, là, qui peut te donner des informations. Fait que j'avais vu avec la semaine verte, en Ontario, à Chatham-Kent, quand le schiste a monté, ça polluait l'eau. Il y avait eu aussi des gens en Ontario qui avaient demandé à un professeur retraité de l'Université de Waterloo qui conseillait pour l'industrie pétrolière. Il dit le principe de basse fréquence de stimulation du sous-sol pour faire remonter le pétrole, c'est très connu en industrie pétrolière. Puis il dit c'est pas exclu que les vibrations sur des longues distances puissent changer toute la nappe phréatique souterraine. Lui expliquait, il dit c'est des microsismicités, des basses fréquences qui voyagent sur des longues distances. On a peu de connaissances là-dessus ou d'études actuellement, mais il dit il y a eu un tremblement de terre en Alaska, ça a changé la nappe phréatique, les aquifères dans le Midwest américain. Faut pas sous-estimer ça. Dans mon document, j'ai aussi parlé du fait que les PFAS, les pales des éoliennes, l'abrasion des pales, ça peut contaminer nos terres agricoles. Puis là, le gouvernement vient tout d'un coup, depuis que M. Sébastien Sauvé de l'Université de Montréal a mis les PFAS, les polluants éternels, sur la map au Québec qui polluent nos ressources d'eau. Puis là, ils veulent limiter aussi des quantités de PFAS par l'épandage des bouts d'épuration sur nos terres agricoles. Je me dis, ben, est-ce qu'on va vérifier ça aussi avec les pales des éoliennes? Là? C'est ce que ça va polluer notre eau en région? En tout cas, je pense que c'est important, votre démarche, Madame Bélan, pour vérifier plus de ce côté-là. Il faut vraiment qu'on se mobilise pour l'eau aussi. Oui, j'en appelle à la Merci participation. beaucoup. Je m'excuse, je ne veux pas passer pour un préfet, là. Je ne veux pas limiter personne. Mais il y a 6 personnes qui attendent pour des questions encore, là. Merci. On va passer à micro là-bas, Gaston. Gaston Rivard, Saint-Adelphe. La question devrait être courte. Je ne sais pas si la réponse va l'être, mais ça fait plusieurs fois que j'essaie de savoir, parce que les normes gouvernementales sont de 40 décibels le jour et de 45 le jour et de 40 la nuit. Est-ce qu'une MRC et est-ce qu'une municipalité peut légiférer sur ces normes-là plus strictement, disons en les baissant à 35 ou 30, ou est-ce qu'elle est plafonnée par les normes gouvernementales? J'ai de la misère à avoir une réponse définitive sur cet aspect légal-là. Je peux pas donner vraiment une bonne réponse là-dessus, mais je pense que les promoteurs, ils sont surtout, ils cherchent à maximiser leur profit. Donc, à 35 décibels, probablement, les éoliennes vont être assez loin des lignes, donc lignes de distribution. Dans le sens de nous, en tant que citoyens, on pourrait arriver devant les municipalités parce qu'on leur dit réglementer. Est-ce que la municipalité a ce pouvoir-là de réglementer? Parce que là, on pourrait le demander plus fortement parce qu'il y a tout le temps, à toutes les fois que j'essaie de parler sur ça, bien, je me demande, est-ce que je suis en train de faire un geste légal de demande? Ben, oui, légal, mais est-ce que la municipalité peut l'avoir, ce règlement-là? Ben non, ils l'ont même pas, cette marge. Gaston, on a 2 personnes qui veulent répondre ici, là. La réponse, c'est oui. La façon dont est écrite la loi, vous ne pouvez pas aller plus haut parce que c'est un maximum, mais il n'a pas dit que c'est un plancher. Donc oui, vous avez le droit. Vous avez le droit d'être plus sévère que le provincial. Parle-moi de ça, une réponse courte. Merci beaucoup. C'est clair, net et précis. Monsieur Lucien. Bonjour tout le monde. C'est une information, je pense que tout le monde a besoin de savoir. Moi, je me suis déplacé de chez moi il y a 3 semaines pour aller à Trois-Rivières. Il y avait l'information sur ce qu'ils appellent le démantèlement des 2 centrales nucléaires du Québec. J'ai été à peu près 2 heures là-bas avec mon épouse, puis croyez-moi, on en a posé des questions.
Pour ce qui est de Gentilly 1, qui est de responsabilité fédérale, ma grande question, moi, c'est pour faire un petit peu reculons, ce que je voulais savoir, parce que je suis avec tous vous autres contre cette énergie éolienne mal présentée, ce qui m'intéressait de savoir, c'est l'impact. Est-ce que je peux en tirer quelque chose qui va concerner l'implantation d'éoliennes chez nous? Alors, aux fédéraux, j'ai demandé combien ça va coûter démanteler, eux autres qui appellent ça déclasser. Bon, déclasser, Gentilly 1, les fédéraux ne pouvaient pas me dire combien c'était pour coûter, mais ça va être là. Bon. Et puis, mon épouse m'a aidé aussi à reposer des questions à d'autres intervenants. Puis, on y a été au provincial. J'ai Gentilly 2 et de responsabilité provinciale. Ça a été en opération pendant 29 ans. Apparemment, ça a fait des bons profits. Gentilly 1 n'en a pas fait parce que on a dit que c'était pour développer la technologie Candio. En tout cas, ce qui veut dire que Gentilly 2, au Québec, aux Québécois, comme vous et moi, ça va coûter 2 milliards. Alors, mon information pour les éoliennes, c'est démantelé après 25 ans. Ben, 25 ans, vous recouvrez votre toiture de maison avec du bardeau d'asphalte, ça dure à peu près sur 25 ans. Ça vient vite, 25 ans. Combien ça va coûter? En passant, Gentilly 2, ça va prendre à peu près 40 ans, on m'a dit en 1963 pour être réglé. Pendant les 2 années pendant les 2 heures qu'on était là, il y avait à peu près 15 personnes du fédéral et du provincial dans différents kiosques qui répondaient à nos questions. Et bienvenue à peu près 10, 12 curieux comme moi. C'est pas ça. Tu sais, on parle de participation citoyenne. C'est quoi cette affaire-là? Est-ce que il y avait la participation citoyenne, puis le coût de ça, puis dans 40 ans, je ne serai plus là. Mais c'est mes petits-fils qui vont payer pour ça. Ça vient vite. J'inviterai Martine, qui est plus au courant du dossier de Gentilly, peut-être à dire un mot là-dessus. Merci. Je vais faire ça très vite. Le gros problème, c'est que c'est le fédéral qui est censé identifier où vont être stockés les déchets nucléaires et le site n'est toujours pas identifié. Fait que tous les délais qu'ils vous ont donnés, c'est du vent. Parce que tant qu'il n'y aura pas de site, ils pourront pas complètement, la centrale est arrêtée. Là, ils disent c'est bien, il dit qu'ils pouvaient la repartir, c'est pas vrai, là. Mais les déchets pourront pas aller ailleurs. Mais pour l'éolienne, moi, les chiffres que j'ai pour démanteler l'éolienne, c'est juste 1 mètre de la base de béton que je sais pas, elle est longue, elle creuse comment, là. J'ai jamais réussi à trouver ce chiffre-là, là. 5 à 10, ben, c'est bien variable, hein. Fait que, puis avec le sel du 6 mégawatts, je sais pas si ça va être la même chose, là. Ça va être plus. Moi, ce que j'ai, c'est 1 million par éolienne comme chiffre. Bon, je m'excuse de faire mon préfet, là, mais il faut qu'on mette fin à la période de questions parce que je sais, c'est frustrant, mais je crois que nos conférenciers vont rester ici, là. Peux-tu ajouter une affaire par rapport à ce que Martine vient de dire? Moi, j'ai parlé de déclassement avec notre directeur de l'aménagement du territoire de la MRC. Puis lui, il me disait que non, c'est payant de démanteler une éolienne. Il dit le monde vont se garrocher. Il y a plein de choses à aller récupérer là-dessus. Parce que moi, j'y avais amené exactement ce que Martine disait. Puis il m'a dit non, ça, c'est juste démanteler. Ça, c'est juste payant de démanteler une éolienne. Là, je sais que je vais passer pour un frustreur, là, mais j'ai en arrière de moi les organisatrices, là, puis je pense qu'on a des choses importantes encore. Je dis pas que votre question n'est pas importante, là, mais on a un horaire à respecter. Alors, je m'excuse. C'est ça, il y en a. Oui, on pourrait en parler pendant la bière, hein, aussi, là, c'est.
Bon, OK, on en prend une dernière. C'est correct, on assume. Allez, madame, Bon. courte, s'il vous plaît. Oui, ben moi, ce sera pas bien long, là. Dans le fond, c'est pour savoir, tout à l'heure, on parlait des études d'impact qui se font chez les gens. OK, moi, j'ai reçu un monsieur chez nous, justement, qui voulait faire des études d'impact sur ma terre agricole. Donc, il m'a proposé une convention, mais sur la convention, moi, j'ai dit, envoyez-moi votre convention, je vais l'étudier, puis avant de la signer, ben, je vais voir qu'est-ce qu'il y a marqué. Il n'y a rien là-dessus qui est inscrit au nom de qui va faire l'étude, quelle compagnie va faire l'étude, les résultats. Est-ce que, moi, j'ai marqué, est-ce que je peux avoir des résultats à la fin? Il n'y a rien. Fait que comment que ils peuvent dire qu'ils ont fait des études d'impact chez les personnes quand, dans le fond, tu signes une convention qui a à peu près juste ton nom dessus, qui dit rien des études qui ont été faites chez vous? Fait que ça, là-dessus, là, je suis pas sûre les études d'impact, moi, vous dire franchement, là. Merci. Merci beaucoup. Alors, je remercie beaucoup nos panélistes, nos biologistes, on va le dire. Hein, il n'y a pas d'ingénieurs pour une fois. Là, merci beaucoup de vos présentations. Et je remets le micro à Janie qui va clore notre journée. Oui, OK. Parce qu'on va y aller. Bon, je m'excuse pour les questions qui n'ont pas été posées, mais on ne part pas tout de suite après. Là, mais c'est juste qu'on veut respecter pour le lancement qui s'en vient aussi. Et on a une autre petite capsule qui a été demandée tantôt de 30 secondes, puis une autre de 3 minutes pour faire suite à la vidéo que vous avez vue. Donc, rapidement, je me suis demandé tout à l'heure, est-ce qu'on a réussi le défi de repenser l'éolien ensemble aujourd'hui? D'avoir des limites plus précises dans lesquelles le développement éolien pourrait être fait de manière acceptable? Ma réponse est non. Mais est-ce que c'était la bonne question qu'a amené Jean-François Blain tout à l'heure? Il semble que le début, c'est d'abord pouvoir... je m'excuse, oui, merci de garder un petit peu de silence encore 2 minutes. Pourquoi agir? Comment sortir de l'impasse? C'est un petit peu plus de ça qu'on a parlé aujourd'hui. Et je pense que c'était pas la bonne question parce que d'abord, une des choses qui a beaucoup ressorti aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas la justification. On n'a pas la preuve que c'est justifié le développement éolien, fait qu'il faut commencer par ça. Puis ensuite de ça, il faut avoir des gens qui ont la volonté de repenser l'éolien avec nous. Si on leur pense tout ça, ça ne servira pas à grand-chose si on n'est pas avec les gens au pouvoir. Fait qu'on a de la mobilisation à faire dans ce sens-là. Puis tout à l'heure, je vais laisser parler ma collègue aussi, puis après, je vais vous montrer là où on est rendu dans notre mobilisation pour qu'on continue. Qu'on continue ce cheminement-là. On ne pouvait pas repenser l'éolien en une journée, de toute façon. Là. Il y a bien des étapes à faire, donc pour qu'on puisse continuer ensemble. Mais en fait, l'objectif aujourd'hui, on l'a intitulé Repenser l'éolien au Québec. On était très optimistes et on est on avait beaucoup d'énergie quand on a pensé le thème. Mais l'objectif, c'était aussi de se dire que le développement qui existe présentement, il est intenable, il est insoutenable et il est inacceptable. C'est pas que l'éolien en soi est un mal. Quoique avec Tess, oui, là, mais bon, non, c'est un autre dossier. Mais c'est pas que c'est un mal en soi, puis on est parfaitement conscient qu'il va en avoir de l'éolien. C'est que c'est la façon dont c'est fait et en territoire habité avec les machines industrielles que ça implique, ça, c'est absolument insoutenable. Et ça met à mal ce développement éolien-là. Ça met à mal la démocratie municipale, compte tenu que les municipalités ont des problèmes financiers quand même qui sont réels. Fait que c'est comme une machine, une immense machine qui engloutit des communautés et qui prend des communautés en otage. Et ce développement-là, il est intenable et je pense que tout le monde aujourd'hui, insoutenable, est d'accord avec ça. On n'a pas repensé, là, on n'avait pas un petit tableau là, avec le modèle idéal. Voici le modèle idéal qu'on devrait. Ça, peut-être qu'un jour, on y arrivera, mais ça serait un petit peu optimiste. Puis ça dépend des réalités locales parce qu'on a beaucoup dit. D'ailleurs, je disais aux journalistes du Nouvelliste, c'est pas que c'est impossible de mettre un parc éolien, mais le parc de Tess, c'est démesuré, c'est insensé. Puis il peut y avoir des parcs communautaires
où tu as l'approbation de ta communauté parce que ça convient à la réalité locale, ça tient compte de la réalité géographique, de la réalité topographique. Donc, il y a plein de choses qui sont prises en compte et c'est fait en toute connaissance de cause avec une majorité de citoyens. Bon, là, je suis peut-être un petit peu optimiste, je rêve un petit peu en couleur, là, mais c'est possible de le faire. Mais c'est pas ça qu'on voulait faire aujourd'hui, mais ce qu'on voulait surtout faire aujourd'hui, c'est qu'il faut le repenser parce qu'on fait présentement, ça, c'est pas possible. Puis, il faut oublier ça, là. Ça n'a pas de bon sens. Absolument pas de bon sens. Et donc, c'est important de faire cette étape-là pour la prochaine étape qui va être dans plusieurs mois parce que là, on va prendre des vacances avant de passer à la prochaine étape. D'ailleurs, je vais répondre à une question des gens en ligne et des gens. Oui, des gens en ligne. C'était est-ce que vous allez recevoir les diaporamas d'aujourd'hui? Oui, mais dans minimum 2 semaines. Je vais faire un envoi, un retour sur le colloque, puis vous allez avoir tout ça, mais c'est ça. Je vais être indisponible les 2 prochaines semaines, donc ça va attendre après ça. Et là, on a Marco qui va nous montrer le site rveq.ca/éolienne. Vous avez l'adresse sur votre feuille là, du programme. Ça, c'est la page sur le groupe Regroupement Vigilance Énergie Québec, rveq.ca. Je voulais vous montrer que vous retrouvez là les demandes, si tu peux descendre un petit peu, les demandes de la coalition éolienne. Si vous voulez retrouver les membres de la coalition éolienne, vous cliquez, vous allez pouvoir ouvrir la liste. Et s'il y a des gens que vous en parlez avec un autre syndicat, d'ailleurs, toi, tu avais une copine, puis on ne l'a pas rajouté encore, là, Non, mais c'est ça. S'il y a des nouveaux groupes qui veulent s'ajouter, vous avez la façon de vous ajouter là, c'est en envoyant un courriel, mais bon, tout est à la même place. Puis là, tu as descendu un petit peu trop vite. OK, la synthèse des connaissances. Voilà. Ce dont Richard parlait tout à Là, l'heure. tu n'es pas sur le site web, hein? Oui? Oui. Tu peux-tu regarde, c'est- reloader ta page? Parce qu'il manque une belle image qui n'est pas là, puis que ça devrait être là. Fait que la synthèse des connaissances, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Martina a fait un chapitre, Richard Langelier a fait un chapitre. Vous avez tous les chapitres qui se déploient. Là, vous pouvez cliquer. Puis là, pourquoi qu'on les a laissés en chapitres séparés? Ben, c'est parce que les auteurs veulent mettre à jour régulièrement chacune de leurs parties. OK? À chaque fois qu'il y a des choses qui se rajoutent ou qui se modifient. Donc, vous allez cliquer là-dessus, puis vous allez pouvoir faire imprimer. Vous pouvez les utiliser comme le mieux vous semble. Puis, je relance l'invitation. S'il y en a qui veulent travailler à synthétiser un chapitre, ben c'est comme ça qu'on va arriver à avoir du matériel plus condensé. Donc, moi, c'est ça que je voulais vous présenter. Là, il y a le 30 secondes, puis après ça, je passe la parole à ma collègue parce qu'il va être rendu l'heure de le lancement. Exactement. La campagne de financement. Du 30 secondes, la pub qu'on m'a demandé de jouer tout à l'heure, puis qu'on a oublié. Puis, ben, la campagne de financement, je vais te passer le micro parce que je suis comme, hein? La campagne de financement pour la démarche juridique? Oui, On est OK. pas rendu. Bon, je peux y aller. C'est ça, c'est rapide. La campagne de financement, c'est parce que là, on a regroupé, on a un bon nombre de groupes citoyens et on essaie de faire une démarche. Je suis Isabelle juridique Blais. qui pourrait faire en sorte que tout le monde pourrait participer à cette démarche-là, mais je ne sais pas si on va réussir à l'obtenir. Et on est en contact avec des bureaux d'avocats. Quelle est la démarche juridique, en fait, la question qu'on leur pose, puis là, Richard pourrait me corriger, mais quelle est la démarche juridique qu'on pourrait faire pour finalement défendre l'ensemble des groupes? Quelle est la perspective juridique? Quel point on pourrait utiliser qui ferait en sorte qu'on pourrait défendre l'ensemble des groupes? Parce qu'on a des groupes qui ont des éoliennes, des groupes qui n'ont pas encore d'éoliennes, des groupes dont le RCI est adopté depuis longtemps, d'autres, c'est un schéma d'aménagement. Et donc, quelle est la démarche juridique qu'on pourrait faire pour finalement peut-être faire peur aux promoteurs et se dire que ça va mal dans le monde éolien aujourd'hui? Donc, c'était l'objectif. Donc, on a une campagne de financement là-dessus parce que qui dit avocat dit financement. Oui, on invite les gens d'aller sur le site du RVEQ, mais Louise, c'est sur le site, non? Oui. OK. Dans la petite boîte de dons, tous les sous aujourd'hui vont aller à cette campagne-là. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous voulez faire des gros dons qui vont éventuellement être créditables d'impôts, bien ça, il faut attendre encore un petit peu. On n'a pas encore tous les outils, mais restez en contact avec nous, puis ça s'en vient. On est en travail là-dessus.
Donc, le 30 secondes de la pub, c'est juste audio. Je suis Isabelle Blais et je me tiens aux côtés des citoyennes et des citoyens du collectif Toujours Maître chez nous, Mekinac Técheno. Avec TES Canada, nos forêts et nos terres agricoles sont menacées. Notre électricité, privatisée. Le Québec n'est pas à vendre. Non à la perte de nos terres agricoles. Non à la destruction de notre biodiversité. Non au saccage de notre patrimoine paysager. Non à un faux projet de décarbonation. Non à la privatisation de notre électricité. TES Canada, c'est non. Je suis Isabelle. Voilà. Et j'en profite pour dire que cette première partie de publicité qui a passé pendant 3 semaines a été assumée par le SCFP Québec. Donc, c'est le SCFP Québec qui a assumé les coûts. Alors, je te passe la parole, Louise, pour cette importante section de la fin, le lancement de l'Action nationale. Tout le monde est fatigué d'entendre parler. Je vais essayer de prendre une voix douce. On a été beaucoup aidé par M. Robert Laplante, qui est directeur de l'Institut de recherche en économie contemporaine et qui dirige la revue L'Action nationale. Il a contacté les comités citoyens pour dire on vous donne carte blanche pour faire un numéro spécial sur l'éolien. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont signé des articles dans cette revue-là, qui fait quand même 200 pages, qui ont pris la parole aujourd'hui. J'aimerais inviter M. Robert Laplante à venir nous dire quelques mots à propos de ce lancement et peut-être à quelques personnes qui n'ont pas pris la parole au cours du panel, qui signent des articles, peut-être de venir dire quelques mots si ça leur tente, disons 30 secondes. Oui, ben alors ça me fait plaisir de vous présenter ce numéro de la revue. L'Action nationale, donc, c'est un mensuel qui paraît depuis 1917. C'est la plus vieille revue en Amérique du Nord en français et parmi les 3 premières revues, plus anciennes revues en Amérique du Nord. L'enjeu de l'éolien nous est apparu absolument incontournable. Notre mission à nous est de contribuer le plus fermement possible, le plus rigoureusement possible à l'enrichissement du débat public et à la réalisation de nos intérêts nationaux. Or, c'est une entreprise de spoliation qui est en train de se déployer sous nos yeux et il m'apparaissait essentiel de travailler et d'offrir ce médium à la sagesse mobilisée, à la compétence militante, puis à la volonté citoyenne. On le fait dans le cas des éoliens, comme on l'a fait pour le gaz de schiste, comme on l'a fait pour Rabaska, comme on l'a fait pour la centrale du Suroît, essentiellement. L'électricité, là, c'est le début des années 20. Et où est-ce qu'on trouvait ces textes-là pour défendre ça? Dès les années 20, c'est dans l'Action nationale. On essaie autant que possible d'avoir de la suite dans les idées. Donc, je suis très heureux de vous le présenter et très heureux surtout de ce que ça met en route. Parce que ça va continuer. On ne fera pas seulement un coup d'épée dans l'eau. C'est pas vrai. On va faire avec ça le coup d'envoi et on espère que les mémoires qui vont être préparées, que les argumentaires qu'on va élaborer vont trouver la matière à étoffer rigoureusement les preuves et les arguments
dont on va avoir besoin. Et si je me fie, le premier ministre aime ça, cette expression-là, la moyenne au bâton. Ben, si je me fie sur la moyenne au bâton, on va la gagner, celle-là aussi. Merci beaucoup. Un petit dernier mot pour vous dire que c'est pas terminé parce que avant d'appeler les contributeurs qui voudraient venir dire un mot, je vous rappelle qu'il y a un verre de bière qui nous attend et on voudrait aussi chanter une petite chanson. Alors, est-ce qu'il y a parmi les signataires des gens, je vois Danny qui a signé un article, il est encore là, Danny? Oui, Danny, voulais-tu venir dire un petit mot à propos de ton article? Parle assez. Bon, alors, on va écourter ça d'abord, mais c'est... Je demanderai alors... Je peux juste dire que je suis bien fier d'avoir été demandé pour faire quelque chose là-dedans parce que, disons que je m'implique un petit peu depuis 2 ans et demi. 2 ans, pas 2 ans et demi, depuis presque 2 ans. Parce que moi, c'est ça, moi, je vais être attaqué directement si le projet de Test Canada passe. Puis c'est un peu ça mon article. Moi, j'ai essayé d'aller du côté humain. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas rien. J'ai été vraiment avec ce que tantôt Carole disait. Moi, j'ai toujours trouvé Test Canada, c'est des voleurs de vie. Parce que dès que le projet était annoncé, ben, nos vies ont toutes changé du jour au lendemain. Moi, je ne pensais jamais m'impliquer en politique municipale. Ça ne m'intéresse pas. Puis là, ben, je commence à m'intéresser, disons. Là. Et puis, je vais me présenter, c'est sûr que je vais me présenter comme conseiller à Saint-Adelphe. Puis, puis c'est un peu ça parce que j'ai été beaucoup sur la sellette, surtout au début. À un moment donné, j'ai un peu décroché de la sellette parce que je n'étais plus capable, parce que c'était pas ce que je demandais. Moi, je voulais juste que le projet passe pas. Puis quand on a reçu les cartes, moi, j'ai quand même été assez surpris parce que, ben pas, non, c'est pas vrai, pas assez surpris, assez convaincu que c'est des vrais, là. Moi, j'ai regardé les cartes de Test Canada par rapport aux maisons puis tout, puis sérieusement, je suis dans les personnes qui vont les avoir les plus proches. Et puis, moi, mon voisin, il y en a 2. C'est le seul agriculteur de Saint-Adelphe qui en a 2. Moi, je pense qu'ils ont vraiment dit, lui, là, on va y en mettre. Puis sérieusement, je sais même pas, je suis sûr. Je veux dire, ils me connaissent. La ville sait où ce que j'habite. J'ai reçu moi aussi des lettres d'infraction parce qu'on parle. Même moi, au dernier conseil, quand j'ai eu mon avis d'infraction, j'avais même pas parlé. J'ai juste levé les yeux en l'air. Et puis le maire de Saint-Adelphe m'a dit, toi là, tu peux bien lever les yeux, ça ne changera rien avec ce que je vais dire. Pendant qu'un citoyen lui posait une question au micro. Il a complètement défait le décorum, mais moi, après, j'ai été accusé de ne pas maintenir le décorum d'une assemblée. Fait que, vous voyez, c'est des voleurs, c'est des crosseurs, puis on est rendu au moment de la colère, on n'est plus au moment de « faut être gentil ». Là. Ça, c'était là 1 an et demi, on pouvait être gentil. Maintenant, moi, c'est un ennemi qu'il y a devant moi. Puis si tu es neutre, c'est que tu es pour le projet. Puis je parle un peu de ma vie, parce que ma vie, elle a complètement changé, là, mais vraiment changé. Le seul gros positif de tout ça, c'est ce qu'on a dit tantôt, c'est la rencontre de super-humains hallucinants que j'aurais jamais rencontrés. Moi, je suis assez sauvage, je suis... Et puis j'ajoute, je suis documentariste, j'ai fait un film sur Mekinac, mais c'est pas sur Mekinac, mais c'est sur les ressources, c'est sur le territoire de Mekinac. J'ai tourné ça sur 2 ans. J'ai invité les élus à venir le voir. Je les attends encore. Et puis, c'est ce qui me fait le plus mal là-dedans, puis ça, c'est sûr que je vais aller dire ça au BAP, c'est que ça me ferait vraiment de la peine que mon film soit un des derniers témoins de ce territoire-là, sérieux. Fait que c'est ça. On va vous présenter une petite vidéo, si ça vous tente. Je sais pas quand, mais ça pourrait faire partie de mon mot, puis j'aurais fini. C'est une petite vidéo que j'ai faite à Saint-Gédéon lors d'une projection de mon film. Je suis arrivé, puis je savais pas, je m'en allais pas faire ça, mais je traîne tout le temps mon matériel parce que c'est important. Puis je suis arrivé dans un parc éolien, petit parc éolien de 6 éoliennes. Supposément voulu par la communauté, voulu en tout cas par le maire, ça c'est sûr. Puis ça me démontre un petit peu c'est quoi vivre à 700 mètres d'une éolienne.
Peut-être que 6-7 au loin, ça peut être calme. Peut-être. Mais imaginez-en 140 de 210 mètres de haut, 200-210 mètres de haut, parce qu'ils seraient encore plus grosses que ceux-là. Dites-moi qu'on les voit pas, là. Ici, j'étais à 10 km des éoliennes. Il me semble que je les vois bien. Je les vois plus que sur les simulations de Test Canada qui nous prend vraiment pour des innocents. Fait que c'est ça qu'on veut. char est minuscule à comparer de ça. Vous voyez le socle, ça c'est juste la partie visible, là. Si je sais bien lire, là, il est écrit quoi? Ah, oups, danger, chute et projection de glace. Étrangement, il n'est pas écrit danger, risque de chute et de projection de glace. Si vous avez choisi d'habiter une région tranquille, rurale, naturelle, aimeriez-vous habiter cette maison?